Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mercredi 25 mars. Au sommaire de ce journal, c'est le soulagement. L'entreprise Ernest Soulard a été relaxée. La société de foie gras avait été accusée de maltraitance sur les animaux. Une semaine après la décision du tribunal, la société et les producteurs reviennent sur cette période difficile. Le duel droite-gauche se joue d'abord sur le terrain. Avant le second tour des élections départementales, les binômes candidats mobilisent en effet leurs électeurs. Les gestes d'antan s'apprennent encore aujourd'hui. La preuve avec l'école de broderie d'art de Quimper. Elle vient de s'installer à Noirmoutier. Ici, l'art d'autrefois reprend vie grâce à la mode contemporaine. Vous le verrez. Et avant de développer ces titres, découvrons les chiffres du chômage. Et après une baisse surprise en janvier, le nombre de demandeurs d'emploi est à nouveau à la hausse avec une augmentation de 0,4%, soit 12 800 personnes en plus. La France compte donc près de 3 500 000 chômeurs. Et demain, nous découvrirons les chiffres régionaux et départementaux. On revient à présent sur le soulagement de l'entreprise Ernest Soulard. Elle vient d'être relaxée. La société de foie gras basée à Loie avait été en effet accusée de maltraitance. Alors en novembre 2013, l'association L214 qui défend les animaux avait publié une vidéo montrant des animaux dans un très mauvais état. Mais ce 19 mars, le tribunal a annoncé qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants pour condamner l'entreprise vendéenne. Suite à cette décision, Karl Laboureux a rencontré le spécialiste de la volaille et ses producteurs, évidemment soulagés. Ils n'ont pas nommément été mis en cause, mais les éleveurs ont évidemment été choqués par les images de l'association L214, car pour eux, au-delà de leur travail, c'est aussi le traitement infligé aux animaux qui a été mis en scène, et c'est également ce qu'a retenu le tribunal. Le jugement a montré que les images avaient été truquées. Bon, c'est vrai qu'il y a des images qui ont été filmées à l'intérieur de ce bâtiment. Jamais on a vu des canards en souffrance chez nous. C'est vrai que nous, c'est pas notre façon de travailler, quoi. Là-dessus, c'est sûr que nous, ça nous a surtout pas fait plaisir de voir ça, ce montage-là, et qui reflétait surtout pas la réalité, quoi. Ça c'est sûr. Après le choc, place au soulagement donc depuis quelques jours pour les éleveurs comme pour la société Ernest Soulard directement accusée et aujourd'hui relaxée. Mais depuis plus d'un an, le producteur doit faire face à ces accusations, pas en termes économiques puisqu'il n'y a pas eu d'incidence sur l'activité selon le directeur général, mais en termes d'image de la société, et le jugement ne règle pas tout. Je crois que ce n'est pas un point final, c'est qu'aujourd'hui cette association est une association qui souhaite faire interdire toute forme d'exploitation animale, souhaite faire fermer les abattoirs. Donc le foie gras n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Voilà, c'est une minorité qui essaye d'imposer ses choix à une majorité. Mais au travers d'Ernest Soulard, c'était toute une profession qui était attaquée. Le débat sur le gavage notamment est donc loin d'être clos. La société Ernest Soulard, quant à elle, a été relaxée et va demander l'interdiction de diffusion des images qui tournent toujours sur Internet. Un mot à présent sur cet accident mortel à Olonne-sur-Mer. Ce mercredi vers 8h, 2 véhicules sont entrés en collision. Il semblerait que la voiture se soit déportée alors qu'un camion arrivait en face. Le conducteur d'une 50aine d'années est décédé. Et depuis le début de l'année, la Vendée compte déjà 8 décès sur ses routes. L'année dernière, à la même époque, 9 personnes avaient perdu la vie. Au chapitre politique, dimanche, au niveau national, il y aura 2 grands types de duels. La droite face au FN, nous en avons parlé hier, et la droite face au PS. Et en Vendée, 3 cantons se trouvent dans cette situation. Avant le vote du second tour, les binômes candidats mobilisent donc les électeurs. Exemple sur le canton de La Roche-sur-Yon Sud, où Pierre Dalicieux a retrouvé les équipes sur le terrain. On enchaîne sur du porte-à-porte. Donc on a tout le matériel, on va distribuer donc le petit flyer qu'on a fait spécial pour le second tour. Dernier tract, dernière ligne droite, chaque candidat est sur les starting blocks, d'autant qu'ici dans ce canton, chaque voix va compter, pas question de laisser filer le moindre bulletin. On se rend compte au porte-à-porte que certains nous disent en effet qu'ils ne sont pas allés voter dimanche dernier parce qu'ils n'étaient pas là ou voilà, ils ne se sentaient pas forcément, ils ne sont pas mobilisés. Donc au deuxième tour, il faut vraiment les mobiliser. Donc nous sommes sur le terrain. Pour le camp en tête au premier tour, soutenu ce matin par le président du conseil régional, le but bien entendu,
continuer sur sa lancée. C'est surtout cette dynamique du premier tour qui, je crois, va entraîner celle du deuxième tour. Donc on essaye de mobiliser, de dire pourquoi on fait cette campagne électorale, quel est le sens de notre candidature. Convaincre, discuter, serrer des mains, voilà à quoi ressemble le quotidien des candidats durant l'entre-deux tours. L'objectif aussi, conforter ceux qui ont déjà fait leur choix et pourquoi pas inciter les électeurs à en parler à leur entourage. Il y a beaucoup d'abstentionnistes et il faut aller les chercher. Et je suis sûr dans votre entourage, vous avez bien des personnes de votre famille, des amis qui ne sont pas allés voter. Dimanche, les électeurs devront donc faire leur choix parmi ces deux listes. Plus que 3 jours aux candidats pour faire pencher la balance en leur faveur. On revient un instant sur la situation des mytiliculteurs. On en parlait hier dans la baie de Bourgneuf. Les moules sont victimes d'une importante surmortalité. Mais il y a un an, la situation était la même dans la baie de l'Aiguillon. Retour donc sur une crise qui se déplace mais qui résiste avec Samuel Grasset. Des mytiliculteurs en colère, inquiets de leur avenir, manifestant pour obtenir des aides pour la profession. C'était en octobre dernier. Les producteurs de moules de la baie de l'Aiguillon avaient subi une vague de mortalité. Une bactérie avait décimé 90% de la production. Aujourd'hui, c'est la baie de Bourgneuf qui est touchée. Plusieurs mytiliculteurs ont constaté des moules mortes sur leurs bouchots. On est tous touchés dans la baie de Bourgneuf ainsi que la Guérinière et la Frondière. Donc sur les moules récoltés pour l'année prochaine, environ 70% de mortalité à l'heure actuelle. Sur les moules commercialisables cet été, environ 30%, mais toujours des moules qui sont en train de mourir. Donc on ne peut pas donner de chiffres concrets à l'heure actuelle. Là, c'est la période où elles viennent relâcher leur laitance, donc elles sont fragiles. Donc ça va peut-être continuer, on espère tous que ça va s'arrêter. L'impact économique pourrait donc être important pour la soixantaine de mytiliculteurs de la baie de Bourgneuf. Ils sont 3 seulement du côté de Noirmoutier à n'élever que des moules. La plupart, comme Tanguy Rocher, sont aussi ostréiculteurs. La production de moules représente tout de même pour ce jeune professionnel 30% de son chiffre d'affaires. Et cette mortalité pourrait fragiliser encore plus la trésorerie de l'entreprise. Il y a 2 ans, on a déjà eu un captage médiocre, donc on avait moins bien garni nos pieux, donc un moins bon rendement. Et là, ça vient s'ajouter en plus, donc ça fera un cycle de 3 ans, 3 voire 4. Les professionnels attendent désormais des réponses. Impossible pour le moment de déterminer les causes de cette mortalité. Des analyses sont en cours de préparation avec la station Ifremer de la Tremblade en Charente-Maritime. 1500 à 2000 tonnes de moules sont produites chaque année en baie de Bourgneuf, soit 2% de la production nationale. Plus légèrement, à 4 mois de la saison estivale, l'Île-Dieu fait sa promotion durant 2 jours. Les professionnels de l'île ont donc débarqué à Nantes, c'était la semaine dernière. Sur place, le public a pu rencontrer les îlets. Dans leur bateau, ils avaient évidemment apporté des produits de chez eux. Vous le voyez sur ces images d'Anne-Lise Vinet. L'occasion de rappeler aux Nantais que l'île vendéenne est une destination proche de leur ville. On écoute le responsable du développement économique de l'île. On a fédéré toutes les forces vives de l'île, artisans, producteurs, créateurs, marins-pêcheurs. Et puis l'idée c'est de montrer et de valoriser l'Île-Dieu, le savoir-faire insulaire, le fait que l'Île-Dieu vit toute l'année avec une population très active et que ce n'est pas seulement qu'aux périodes estivales qu'elle peut accueillir les gens. Il n'est pas toujours simple de réintégrer le monde du travail, notamment après une longue période de chômage. Eh bien, à La Roche-sur-Yon, il existe un atelier d'insertion bien particulier. Ici, les personnes découvrent l'univers de la maroquinerie. Alors, ce n'est pas forcément le secteur vers lequel elles se tourneront, mais c'est surtout l'occasion de retrouver un rythme et de préparer son avenir, comme a pu le constater Anne-Lise Vinet. Titulaire d'un BEP sanitaire et social, Sophie, 35 ans, s'est retrouvée en difficulté. Après plusieurs stages pour se remettre en selle, elle prépare aujourd'hui une formation d'auxiliaire de vie sociale. C'est un tremplin, de toute façon pour tout le monde, l'objectif il est là, c'est de préparer un projet, d'aller vers son objectif, de préparer quelque chose de professionnel, quoi. Donc le temps qui nous a imparti ici, c'est dans le but de pouvoir le préparer. Dans cet atelier, chaque pièce unique est confectionnée à partir de bâches recyclées. Un geste écologique dans une démarche d'insertion professionnelle et sociale. Sur un chantier d'insertion, les personnes accueillies sont des personnes
bénéficiaires du RSA qui ont pour objectif de travailler un projet professionnel, puisque la particularité de rentrer en CDDI ici, contrat à durée déterminée d'insertion, c'est pour une part de répondre à des obligations de production et pour une autre part de travailler un projet professionnel. Contrairement à Sophie, la couture pour Esther a toujours été une passion qu'elle réalise aujourd'hui. J'aime bien la couture, donc là évidemment on peut créer, on peut fabriquer, donc moi ça m'intéresse. Je suis toujours à l'affût de nouvelles inventions, on va dire. Des inventions pensées et conçues par les salariés eux-mêmes. À la différence des grandes industries de textile, ici, on travaille différemment. On travaille beaucoup en groupe, collectif, on s'échange beaucoup. Voilà. Au début, on ne se connaît pas, c'est pas évident, mais après on apprend à se connaître et puis c'est parti. Au final, 25 à 30% des salariés sortent de l'atelier avec une solution vers l'emploi. En parallèle, l'association Adéquation travaille à l'obtention du permis de conduire, l'organisation familiale et la formation pour adultes. Et du côté des jeunes à présent, à l'heure de l'orientation, on découvre souvent qu'il existe une multitude de formations et chaque année, de nouvelles apparaissent. Exemple, à la MFR de Bournezeau, là-bas, les jeunes peuvent notamment devenir cavaliers de jeunes chevaux. Présentation avec Aurélia Horner. Pour pas avoir à se plier, il accélère. Donc toi, si t'es pas à ta place à ce moment-là, dans tes épaules et dans ton bassin... Cet après-midi, c'est cours de dressage pour ces jeunes passionnés de chevaux. Leur rêve, devenir cavalier professionnel, un métier de passion qui s'apprend. Il faut apprendre à ces jeunes à comprendre la locomotion des chevaux, savoir la gérer, savoir l'améliorer. Donc on va faire tout un travail de gymnastique, on va faire exécuter au cheval un travail de gymnastique, mais tout ça peut être fait dans de bonnes conditions si déjà le cavalier a une bonne posture et utilise correctement ses aides, a déjà son équilibre, trouvé son équilibre sur le cheval et à ce moment-là, il va pouvoir apprendre au cheval à bouger différemment. Travail du cheval, soins de l'animal, gestion et commercialisation, passage des permis remorques et poids lourds sont quelques-uns des aspects pris en charge par la formation CS, certificat de spécialisation, éducation et travail du jeune cheval. Une formation professionnalisante avec des débouchés. L'embauche se fait essentiellement dans des écuries de sport, pour ceux qui veulent aller vraiment vers ce niveau-là, vers ce domaine-là, et cette formation elle est faite pour ça, mais plutôt de haut niveau. Parce que c'est vrai que ce qui ne fonctionne énormément maintenant, enfin surtout c'est l'excellence, c'est-à-dire aller vers le haut niveau. C'est là qu'on peut être susceptible de trouver des emplois intéressants, correctement rémunérés, et avec des gens qui ont les moyens de faire fonctionner leurs entreprises. C'est une vie de passion, c'est une vie de rêve. Parce que je crois que si on arrête de rêver, c'est tellement dur à côté qu'on n'a plus la moelle pour continuer. Parce que c'est très physique, c'est très dur, financièrement c'est pas toujours facile. Mais bon, c'est tellement passionnant que ça nous tient. 560 heures sur 2 ans, une formation accessible après le bac. Une aubaine pour ces jeunes de 18 à 21 ans. J'avais déjà de l'expérience dans les jeunes chevaux, mais je voulais vraiment me concrétiser dans ce domaine et du coup la formation est idéale pour ça. C'est le relationnel, ce qu'on peut partager avec les animaux, pas forcément monter, mais dans la vie de tous les jours, les nourrir, les penser. Avoir le bac, un galop 7, une bonne pratique du cheval et de la compétition sont quelques-uns des critères requis pour accéder à la formation CS. On va parler d'une toute autre école à présent. Ici, on découvre la couture, la haute couture même. Il s'agit de l'école de broderie d'art de Quimper. Elle est implantée un peu partout en France et elle vient de s'installer à Noirmoutier. Et vous allez voir que la broderie traditionnelle rejoint finalement le fil de la mode contemporaine. Reportage de Cyril Guillet. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas dû voir ton il devait être donc là, il faut absolument il faut que je défaire ça. C'est sous les conseils avisés de Marie-Dominique Jolet-Dornier que la dizaine d'élèves présents ce jour-là découvrent la broderie glazing. Une technique traditionnelle 100% bretonne, remise au goût du jour notamment à travers les réalisations haute couture signées Pascal Jaouen. On mélange les points, on mélange les techniques, on prend des tissus plus contemporains. On brode sur du cuir, on brode sur même du papier. T'es à côté. Voilà 8 ans que Marie-Dominique Jolet-Dornier enseigne au sein de l'école de broderie de Quimper. Parallèlement, elle réalise des broderies destinées à la haute couture.
un professeur de qualité souhaité par la présidente de l'association Les 4A à l'initiative de ce projet. Je cherche toujours des activités qui transmettent un savoir à l'ancienne et un savoir de qualité. Et je trouve qu'arriver à transmettre un art comme ça, c'est quelque chose de merveilleux. Ainsi se perpétue la tradition et se transmettent les savoirs. La broderie quelque peu tombée en désuétude suscite de nouveau l'intérêt. Actuellement, l'école de broderie de Quimper compte plus de 2500 élèves à travers la France, avec chacune son envie et sa motivation. Je suis très admirative des robes de Nolwenn Leroy qui sont brodées par la maison Joanne. Donc j'avoue que c'est un petit clin d'œil qui me fait bien plaisir. Mais pour arriver à un tel niveau, des années de pratique sont nécessaires. Ici, c'est le 3e cours pour ces dames et tout n'est pas toujours très simple. J'étais dans l'aérospatial, donc ça n'a rien à voir et je n'ai pas la patience pour faire des petits trous et faire beaucoup de précision. On fait, on défait, mais on fait ça avec plaisir. Et puis je trouve que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale parce que pendant qu'on fait ça, on ne pense à rien d'autre et on se ressource. Si vous aussi vous souhaitez vous ressourcer, le 3e trimestre dédié à la broderie d'art débutera le 13 avril prochain, salle de la Petite Salangane à l'Épine. Et notez qu'il n'y a pas d'âge pour débuter puisque les petits dès 8 ans sont les bienvenus. Et on termine comme chaque jour avec un point sur la météo et malheureusement l'arrivée du printemps n'est pas encore pour demain. Le ciel restera couvert toute la journée, il sera souvent accompagné de pluie, du moins le matin. Et seules les îles pourraient profiter de quelques éclaircies. Côté température, le thermomètre n'affichera pas plus de 13 degrés. Armelle Pavageau vous confirme cette tendance dans quelques minutes dans la météo complète. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain.